Une femme, une salariée, tu veux dire? Non, non, c'était la petite dame de 94 ans là, qui habitait dans le Gers. Oui. Et donc on me voyait en même temps dans le miroir. Ah oui. Il était derrière toi? Non, derrière elle. Oui, c'est elle que tu filmais, mais comme là je te filme, je m'embrouille. Pourquoi ça t'a fait Et rire Oui. si tu veux, je peux mettre un immense miroir pour qu'on te voit derrière. Non, ça va aller. Il faut savoir se mettre en valeur. Hum, hum. Pourquoi ça t'a fait rire hier l'histoire tu me disais j'ai obtenu des vestiaires. Ah oui, j'ai obtenu des vestiaires. Pas d'accident. Non, oui, donc pas de problème. Presque accident, on en parlera après. Voilà. Les vestiaires donc. Donc les vestiaires, c'était dans une clinique. Une clinique très huppée. Il y avait du beau monde qui est venu dedans. Et donc je fais le tour du propriétaire, donc je fais 5 ou 6 étages. Donc généralement, tu sais, il y a une sorte d'aquarium au milieu du couloir, où il y a le travail administratif, où les femmes, principalement des femmes, les infirmières, les médecins viennent voir les dossiers, les prennent. Donc c'est une sorte de niche vitrée, quoi, on appelle ça un aquarium. Et donc, bon, on fait le tour de tout ça. Et au bout d'un moment, je dis, bon, ben, on va aller voir les vestiaires. Il me dit, il n'y a pas de vestiaire. Je dis, mais ce sont les infirmières quand même, les aides-soignantes. Pas de vestiaire. Non, non. Ben, comment elles font? Ah ben, dans l'aquarium, donc, elles s'habillent. Je lui dis, mais attendez, elles s'habillent. Donc, elles se déshabillent. Elles se retrouvent en combinaison quand elles ont des combinaisons. Et elles mettent une blouse, elles changent de chaussures, elles mettent... bon, bref. Et je lui dis, mais donc tout le monde les voit, quoi. Ah non, 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 personne ne les voit. Ah bon? Oui, parce que généralement, elles ont les plateaux repas, qui sont dans les grandes armoires roulantes, qui tient à la chaleur les repas ou les petits déjeuners. Et donc, en fait, elles ouvrent cette armoire roulante, et donc elles se cachent comme un paravent derrière ça. J'ai dit, c'est comme ça qu'ils font? Oui, oui. Bon, bah écoutez, non. Principalement, c'est des femmes, donc... Et elle n'avait jamais revendiqué non. le vestiaire? Non. Elle t'en avait parlé? Non. Personne, je l'ai découvert comme ça. Donc je dis, bah, je vais vous mettre une mise en demeure pour mettre des vestiaires. Ah non, c'est pas possible. Je dis, bah si, c'est possible. Ah, ça revient tout le temps ça, hein. Mais c'est Oui, pas possible. c'est pas possible. Et alors je dis, pourquoi c'est pas possible? Ah ben parce que il va falloir sacrifier une chambre. Donc ça sera, on a 70 chambres. Donc il y a un 70e de notre chiffre d'affaires qui va disparaître. Ben, je lui dis, bah oui. Il va disparaître, il y a 70 chambres, il y en aura une au moins, il y en aura 69. Et il y aura un vestiaire pour les femmes. Si d'ailleurs la chambre est assez grande. Parce que 70 chambres, ça fait sur 7 jours sur 7 nuits et jours, ça fait certainement 80 infirmières ou ASH. Donc une simple chambre, ça suffit pas. Et puis il faut un vestiaire homme. Alors il y a moins d'hommes, on est d'accord, il y a des brancardiers, il y a quand même quelques infirmiers. Alors les médecins, oh ben les médecins ils sont pas salariés. Je dis oui, mais enfin, ils se changent aussi. Hein, ils mettent une blouse, ils mettent un... Voilà. Donc ben, on se retrouve dans la situation, donc je leur dis, ben, je vais vous laisser du temps, je vous laisse 2 mois. Pour réfléchir exactement où vous le mettez, le vestiaire, si c'est au 7e, si c'est au rez-de-chaussée, enfin bon, c'est à vous de savoir. Moi bon. Donc je vous donne les articles du Code du travail, les vestiaires sont non mixtes, ils sont indépendants, ils sont pas derrière des portes vitrées, ils sont forcément fermés, etc. Et il faut avoir un certain nombre d'armoires,
Et donc, a priori, comme c'est des métiers infectieux, il faut de double armoire, une armoire propre et une armoire sale. Non, non, pas besoin d'armoire sale parce qu'elle change tous les jours. Écoutez, ça m'étonnerait qu'elle change les chaussures tous les jours. Enfin bon, je dis non, c'est double armoire par personne. Bon. Alors ça, c'était un DRH qui était médecin. Donc, en fait, c'était un médecin qui soignait, qui n'avait jamais soigné de sa vie, quoi. Sur le fond, c'était ça. Donc, un DRH d'une clinique, un médecin DRH de clinique, bref. Mais ça, c'est anecdotique. Et donc, en définitive, ils ont installé dans une cour intérieure à l'immeuble, ils ont installé des vestiaires, quoi, au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Quoi. Donc là, ils ne l'ont pas fait dans les 2 mois, mais à partir du moment où ils m'avaient trouvé une solution claire, avec une surface relativement importante, j'ai estimé que ça suffisait. Quoi. Donc, je n'ai pas fait respecter la mise en demeure en 2 mois. Voilà. Mais ça a été vraiment ils l'ont extrêmement mal pris. Ils ont gardé leurs 70 chambres. Et ils avaient trouvé une solution par eux-mêmes avec cette cour intérieure qui en fait qu'ils ont comblée. Quoi. Comment ça se Mais passe ça leur a coûté du fric. s'il l'avait pas fait? Ah bah c'est une mise en demeure, ils ne respectent pas la mise en demeure et après tu mets un PV. Mais après, si le PV n'est pas classé par le procureur de la République, estimant que ça n'a pas d'importance par exemple, ou justifiant en disant que moi je n'ai pas bien décrit mes constats qui fait qu'il y a une obligation. Donc là, dans ce cas-là, c'est classé sans suite, autrement ça passe devant le tribunal. Mais ils auraient pu, à ce moment-là, argumenter sur c'est un 70e de notre chiffre d'affaires qui disparaît, et donc on peut imaginer des magistrats très sensibles à ce genre de choses. Alors, par ailleurs, c'est des cliniques qui sont blindées toute l'année, 98% d'occupation. C'est des opérations chirurgicales, et donc c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, où tu as de nouveaux patients qui rentrent, qui sortent. Enfin, voilà. Comme en plus c'était une clinique très réputée, ça rentrait, sortait très très vite. Quoi. Voilà. Pourquoi tu voulais parler du rugby? Du rugby, à propos de l'accident mortel qu'il y a eu pour un jeune, là, il y a quelques jours. Donc un jeune rugbyman qui, de mon point de vue, est un professionnel. Et donc un professionnel, ça veut dire que c'est un accident du travail. Sauf à démontrer que ce n'est pas lié à l'incident qui a eu sur le... Enfin l'incident. L'accident qui a eu lieu sur le terrain. Il a été plaqué donc par un adversaire. Il a été plaqué, ils disent plaquage, je ne sais plus quelle est leur expression, plaquage sévère. Je crois que ce soit Non, ça. tu m'as dit comment? Appuyé, tu m'as dit. Un plaquage appuyé, donc bien appuyé. Et donc le type est tombé, s'est pas relevé. Il a perdu connaissance ou pas, je ne sais pas. Commotion cérébrale, donc ils l'ont sorti. Le médecin l'a sorti, qui est normalement un médecin indépendant des 2 clubs, et un type qui est payé par la fédération pour de lui-même prendre ses décisions en toute indépendance. Donc le môme, puisqu'il avait 21 ans, est sorti. Il voulait rentrer à nouveau quand il a repris ses esprits, entre guillemets. Et puis il a commencé à vomir. Donc évidemment, ils ne l'ont pas fait rentrer. Et puis très rapidement, ils se sont aperçus qu'il y avait un risque évident. Et donc ils ont appelé le SAMU, ou je ne sais qui, le service de secours à l'extérieur au stade, et il est mort. Si j'ai bien compris, il est mort au vestiaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu le ramener à l'hôpital.
Voilà, donc c'est un accident du travail. Et la fédération, évidemment, pleure le grand rugbyman en question. Enfin, pour pleurer, il n'y a pas de problème. Tout le monde est effondré, je veux bien le croire. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas l'analyser comme un accident du travail. Ils ne vont pas l'analyser comme un accident du travail parce qu'il va falloir prendre des mesures. Et les mesures, c'est quoi? Alors, il y a eu déjà de multiples alertes en France. Sur 10 ans, il y en a une quinzaine qui sont morts à la suite de plaquages ou à la suite d'efforts trop importants. Des équipes qui étaient un peu faibles du cœur. Et puis, le match, il est tellement lourd et dur que le type a un arrêt cardiaque, quoi. Même un jeune, ça existe. Tout ça, c'est des accidents du travail. Alors, quand c'est un type qui se casse une jambe, il n'y a pas de problème. On le soigne. On ne se pose pas la question de pourquoi il s'est cassé la jambe. Il est mal tombé. Bon, bref. Il ne se pose jamais la question pour un accident, je dirais, physique. Enfin, là, c'est évidemment physique, mais c'est d'une autre nature, quoi. Et donc, voilà, que faire pour que ce type d'accident ne se reproduise pas? Alors, ils vont expliquer, évidemment, que le risque zéro n'existe pas, etc. Mais très sérieusement, il faut s'attaquer aux causes. Les causes, c'est que c'est devenu un sport extrêmement dur. Depuis le professionnalisme, c'est-à-dire depuis 90 ou 95. C'est des types qui s'entraînent tous les jours, c'est des types qui se musclent tous les jours. Ce sont des types de jeux qui sont de plus en plus physiques. Le rugby, c'est maintenant devenu un sport de contact, alors qu'avant, c'était un sport d'évitement. C'est-à-dire, au lieu de foncer dans le mec, d'essayer de l'éviter. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est le rapport de force, au sens physique du terme. C'est j'essaye de passer et je le bouscule au maximum. Et s'il faut qu'il y en ait 3 pour m'arrêter, ou 4, et il y en a qui ont besoin d'être arrêtés par 3 ou 4 personnes puisqu'ils sont extrêmement puissants. Voilà, c'est ça le jeu, c'est devenu le jeu. Donc avant, alors ça dépendait des jeux des équipes, mais avant, les avants récupéraient le ballon et donnaient aux arrières. Et maintenant, les avants, quelquefois, ils jouent tout seuls pendant des temps longs, extrêmement longs, où ils gardent le ballon et tout est fait pour emboutir celui d'en face, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut changer les règles, il faut changer la conception du jeu, il faut changer les règles du jeu, et il y a par exemple un rugby qui est beaucoup moins meurtrier, qui est le rugby à 13. Alors ils sont que 13 au lieu d'être 15, mais par exemple, il n'y a pas de mêlée, les mêlées sont extrêmement différentes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'affrontement 8 contre 8, et il n'y a pas les mêmes efforts à ces moments-là, parce que les efforts, par exemple pour être pilier, on ne met pas un seconde ligne ou un troisième ligne pilier. Un pilier, ce sont des gens qui ne font que être piliers. Et ils sont d'ailleurs mieux payés que les autres parce qu'ils sont rares. Pourquoi? C'est des mecs, ils ont un coup démesuré, ils musclent le cou, ils musclent les épaules, ils musclent les jambes beaucoup plus et de façon différente, ils se musclent différemment. Et d'ailleurs, on ne parle jamais pour eux, on ne dit jamais ce sont des athlètes. Autant les 3/4, souvent on dit ce sont des athlètes, ou on dit de certains avants, ils jouent comme un 3/4, mais donc, parce qu'ils sont plus élancés et tout, mais les premières lignes, c'est vraiment des mecs déjà à 120 kilos, courent sur pattes, et plus ils sont courts sur pattes, mieux ils tiennent sur la mêlée. Enfin, toi. Voilà, alors il va falloir changer les règles. Mais changer les règles pour la fédération, c'est pas la fédération qui peut changer les règles, c'est qu'au niveau international, parce que de toute façon on a des règles internationales,
et que nous avons des matchs internationaux, etc. Donc ils ne prendront les mesures que au bout d'un certain temps, mais un temps très long, pour changer une règle, c'est 2-3 ans. Mais en plus, là, tu es obligé de changer la morphologie des joueurs. Parce que tu les as taillés d'une certaine façon. Un jeune qui arrive au niveau professionnel, il arrive à 75 kilos. Dans les 2 ans qui suivent, il est à 85, 90, 95. Et c'est des mecs qui font 1m80. 95 kilos pour 1m80, ce ne sont pas des bedonnants. Ce sont des mecs que musclés. Et donc, franchement, donc on les a entraînés jusqu'à plus pouvoir avancer, quoi, hein, pendant des jours et des jours, plus les salles de musculation, plus tout ça, pour que ça soit des... C'est des vraies bêtes, quoi. Donc ils sont épais de partout. Enfin, ils ont des avant-bras, ils ont des cuisses énormes. Enfin, voilà, parce qu'il faut transpercer les lignes. C'est ça Et pour transpercer les lignes, il faut être puissant. Et transpercer les lignes, c'est le top du rugby, quoi. C'est-à-dire que tu as une défense, au lieu d'éviter la défense, tu fonces dedans. Et c'est totalement valorisé. Les commentateurs à la télé disent ah, extraordinaire, quelle puissance. Et quelle puissance, ça veut dire qu'en face, il y en a 3 qui en prennent plein la gueule. Et donc tu entraînes aussi le mec en face pour en prendre plein la gueule. Alors tu l'entraînes dans sa tête, j'ai pas peur, et tu l'entraînes musculairement. Voilà. Et alors, évidemment, il y a des plaquages plus ou moins dangereux. Les moins dangereux, c'est ceux qui sont aux jambes. Et les plaquages dangereux, ce sont ceux qui sont au thorax. Et évidemment, ceux qui sont au-dessus des épaules. Donc, ils proposent, dans leurs nouvelles règles, mais le temps que ça soit appliqué, il se passera des mois et des mois. Et obligé de changer de conception du jeu. Ils disent, on n'aura le droit de plaquer que en dessous des aisselles, au lieu de en dessous des épaules. Mais ça n'empêche pas de te plaquer. C'est pas parce qu'il y a une règle qui dit pas au-dessus des aisselles que tu plaques pas au-dessus, quoi. Ça t'empêche rien. Et puis il y a des moments, tu fais pas exprès. Enfin, c'est évident. D'ailleurs, c'est des discussions à chaque fois. Quand il y a un mec qui plaque aux épaules, on voit le film 5 fois pour savoir si on met un carton jaune, un carton rouge, etc., etc. Et le mec qui a fait le plaquage, dans son élan, a plaqué trop haut. Voilà. Et ça continuera toujours. Donc, franchement, il va falloir changer complètement les règles. Et comme il y a une concurrence avec le rugby à 13, ils ont toujours été concurrents depuis des années. Il y a des pays où le rugby à 13 est dominant par rapport à d'autres pays où le rugby à 15 est dominant. Et bien, étant en concurrence, il ne faut pas que ça soit le même rugby. Et donc, il ne faut pas les mêmes règles. Et comme le rugby à 13 est un sport relativement qui court beaucoup plus et qui n'est pas spécialement au contact, enfin, il y a des contacts, mais beaucoup moins. Voilà, pour se différencier, par exemple, la mêlée et c'est par là qu'on gagne le match. Et donc, on renforce les mêlées, donc on renforce les gens puissants, musculairement. Et donc, on voit quand même des rugbyman à 130 kilos. Et d'autres qui sont qui viennent d'arriver dans le circuit sportif en question et qui sont à 80 kilos. Il y a des demi-mêlées à 65 kilos, mais depuis 10 ans, il y a presque plus de demi-mêlées à 65 kilos. Tout de suite, on les fait gonfler à 80. Mais c'est pas les règles qu'il faut changer. Parce que si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ça ne sert jamais à rien, parce que la règle, elle est contournée. Non, mais la règle, c'est-à-dire pas simplement la règle en dessous de l'aisselle, en dessous de l'épaule, mais c'est la conception du jeu. Et donc la conception du jeu, c'est arrêter ce rugby-là. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a plein d'anciens joueurs qui ne regardent plus le rugby.
Parce que ce n'est plus leur rugby. Parce qu'il a été, entre autres, à cause de la professionnalisation, complètement changé. Et à ta connaissance, il y en a qui se battent pour ce changement de conception? Les Alors pour associations l'instant, d'handicapés. Oui, de victimes, ce que De j'allais dire. victimes, oui, il y en Oui. a quelques-unes. Et puis il y a un médecin qui est un neurologue, je crois, qui depuis 7-8 ans alerte. Il est tout seul. Alors là, il leur montre à la télévision, il leur montre dans les journaux, il interviewe et il le font tourner un petit peu, où il dit il faut changer. Mais à mon avis, alors lui il répare, c'est un chirurgien, mais c'est pas un spécialiste du risque. Enfin, il est spécialiste du risque comme réparateur. Et donc lui, ce qu'il propose déjà, c'est qu'on fasse plus tourner sur le circuit des gens qui sont à plus de 130 kg. Les 130 kg, c'est une force énorme. Parce que le 130 kg, c'est pas de la graisse. Hein. Bon, et puis alors, t'as des pays tels que ceux du Pacifique, tels que le Tonga et quelques autres. J'ai plus les noms en tête, mais je connais que les Fidjiens qui sont des mecs extrêmement bien bâtis et qui, par coutume, dans leur pays, sont extrêmement agressifs, au sens... bon, on dit agressif pour pas dire violent, quoi. Mais c'est presque... alors c'est pas dans leur gène, mais leur rugby est comme ça. Et ces gens-là, entre autres, sont venus en France depuis une dizaine d'années, parce que ce sont des gens extrêmement puissants. Et donc, parmi ceux qui prennent le plus de cartons rouges, il y a ces rugbyman de ces pays-là. Et donc, ceux du Tonga et ceux de Fidji, et il y a encore un autre pays, vont aussi dans le rugby néo-zélandais, dans le rugby australien. Je m'étais jamais posé la question pour le sport professionnel, maintenant ça me paraît évident. Mais du coup, qui est compétent? C'est comme ailleurs dans une entreprise, l'inspection du travail, les instances représentatives du personnel, il est censé y en avoir? Alors, c'est la sécurité sociale. Quand on a le siège d'un club sportif, on reçoit les accidents du travail. Et donc, l'autre fois, enfin, c'était encore... la fédération était encore dans le 9e arrondissement à Paris, et c'est moi qui suis tombé dessus, alors que c'est pas du tout moi. Et donc c'était un international qui s'était cassé une cheville un match international en Angleterre. Et j'ai reçu l'attestation d'accident de travail. Donc c'est un mec très connu sur la place. Et toi, tu en as déjà contrôlé? Ah bah non. Mais... et ça se fait non, personne ne contrôle. Personne ne contrôle. Mais je pense qu'on est compétent. À partir du moment où tu as un club dans ton secteur d'activité, dans ton secteur de compétences, on est compétent. Alors le problème c'est que la première chose, c'est où il n'y a pas eu de volonté du plaqueur, et la blessure, bon, c'est la faute à pas de chance. C'est un milieu, mais en fait, il faut remonter à la conception du jeu lui-même. À la source. À la source. Donc... Comme dirait le principe de prévention. Voilà. Et donc, c'est s'attaquer à l'organisation du travail. Donc, ça veut dire, et sur l'entraînement, qui prépare au match. Ouais, tu veux tout casser, t'es contestataire, ouais, tu veux foutre en l'air le rugby, enfin bon, c'est ça qu'on me dira en face. Hein. Et quand Aurillac reçoit, alors le typique, hein, c'était il y a encore quelques années, mais maintenant ils sont plus ensemble, c'est quand c'est des derbies. Donc c'est Bayonne contre Biarritz, Castres contre Toulouse, et alors ces jours-là, ils sont encore plus violents que les autres. Parce qu'ils sont en concurrence, comme au foot, d'un côté PSG, de l'autre côté Marseille. Là, ils sont à 40 km l'un de l'autre, mais ils se haïssent
hein, et on les stimule pour haïr l'autre et pour être de fait le plus agressif possible. Et agressif, c'est quoi? C'est violent. Voilà, mais il y a de quoi faire là. Mais tout le champ des possibles n'est pas possible. Je veux bien que tu me parles sans transition. L'accident, l'histoire de la friteuse. Ah bah la friteuse, oh non mais attends, là on est en train de parler rugby. Ah non mais oui, mais justement, Alors, c'est sans transition. c'est la joie des enfants, c'est la joie Oui. quand il y a le tournoi destination, quand il y a la Coupe du Monde, et puis après tu me parles de friteuse. Bon, Donc, on dit où c'était cette friteuse ou pas? oui, c'était dans la restauration rapide. Voilà. Donc dans la restauration rapide, pour une fois notre administration dit, centrale, notre administration, Oui. l'inspection du travail, Oui. nous dit, Oui. c'était il y a 15 ans, depuis ils se taisent complètement sur ce genre de sujet, nous dit, écoutez, vous prenez tous les accidents du travail qui ont eu lieu le 22, 23 et 24 octobre, au hasard, Où que ce soit. vous les prenez tous et vous allez faire toutes les enquêtes. Vous allez faire tous les accidents, toutes les... Voilà. Et donc, je pars avec 8 ou 10 enquêtes à faire. Et je me dis, vu ce que je lis sur la déclaration d'accident du travail, ça n'a aucun intérêt.